Bienvenue, congénères. Salut les gens. Ravi de vous retrouver dans notre zone de dépression sélective. Dans les épisodes précédents, nous avons détaillé les différents mécanismes de base de l'évolution. Mais quels sont les processus qui en découlent? Et qu'est-ce qui est à l'origine de la diversité actuelle du vivant? On appelle spéciation le processus par lequel de nouvelles espèces vivantes apparaissent. Je croyais qu'une espèce n'était qu'un concept. Certes, mais on va prendre le critère de l'interfécondité. À partir du moment où une population change suffisamment d'un point de vue morphologique ou génétique, on considère qu'on est passé d'une espèce mère à une espèce fille. Donc il y a disparition théorique d'une espèce au profit de l'apparition d'une autre. Donc spéciation. Après, il est certain que parfois la limite est floue. Flou, et puis pas flou et flou, pas flou et encore flou, toujours flou. On va parler de variétés ou de sous-espèces quand deux populations commencent à diverger. Et même si certaines populations sont considérées comme des espèces distinctes, quand la séparation est récente, des phénomènes d'hybridation sont toujours possibles, comme entre les loups et les chiens, les lions et les tigres, les chevaux et les ânes, les chameaux et les lamas, et chez les plantes et les unicellulaires, c'est encore plus compliqué. On vous renvoie à l'épisode sur la notion d'espèce. Mais bon, il faut bien catégoriser, et sur des temps longs, la question ne se pose plus vraiment. L'homme n'est pas un mérou, sérieusement. Si vous ne l'avez pas vu, c'est dans l'épisode 3. Bref, à l'échelle des populations, il y a adaptation, et sur le long terme, il y a modification suffisante de ces populations pour pouvoir parler de nouvelles espèces. Autrement dit, la spéciation est la conséquence de l'adaptation et est dépendante des conditions environnementales. L'adaptation est donc le mécanisme qui conduit à la spéciation. Pas que, la dérive aussi, mais on en parle après. Et comme vous avez dû le comprendre, la spéciation va de pair avec le processus inverse de disparition des espèces, l'extinction. Bon, en gros, on vient de le dire, l'extinction, c'est le contraire de la spéciation. Merci, c'est tout pour moi. Attends, il y a plus à dire. Déjà, il faut savoir que l'extinction est un processus irréversible, c'est-à-dire qu'une espèce qui a disparu ne peut pas réapparaître. Jamais. Oui, mais jamais. Si dans les couches géologiques on trouve une discontinuité dans les fossiles d'une espèce, c'est qu'elle n'a pas disparu entre-temps. L'évolution en yo-yo, ça n'existe pas, y compris au niveau des caractères d'une espèce. Ils ne peuvent pas disparaître et réapparaître à souhait. On peut prendre l'exemple du sélacanthe. Déjà, les sélacantes, ce n'est pas juste une espèce, c'est un groupe d'espèces, un clade. Dire que les sélacantes n'ont pas évolué depuis 65 millions d'années est donc totalement faux, car les espèces actuelles ne sont pas les mêmes que les espèces fossiles, malgré une vague ressemblance. Les fossiles vivants, ça n'existe pas, et l'évolution est un processus continu, qui ne se met jamais en pause. Au mieux, ce qui peut varier, ce sont les vitesses d'évolution, dont on parlera dans un prochain épisode. L'autre point, c'est qu'on les pensait disparus avant d'en découvrir des spécimens bien vivants aujourd'hui. Ça veut donc dire que ce groupe ne s'est jamais éteint, c'est seulement la forte baisse de la diversité du groupe et la réduction de sa répartition géographique qui explique sa disparition dans le registre fossile. Ok, mais pourtant, des espèces sans apparentement adoptent parfois des formes très similaires. Comment ça s'explique? Eh bien, à des conditions et des contraintes similaires, la nature va avoir tendance à répondre de la même manière puisque soumise à des pressions de sélection similaires. On parle alors d'évolution convergente ou de convergence évolutive. On en parlera aussi dans un prochain épisode. Bon, revenons au sujet. Toute espèce est vouée à apparaître, à proliférer plus ou moins dans le temps et l'espace, puis à s'éteindre. Les extinctions d'espèces, ça arrive continuellement, ne serait-ce que par leur transformation en d'autres espèces. Le changement crée l'extinction. Le changement, c'est... Même dans des conditions stables. Oui, par le phénomène de variation qui amène à un autre processus indépendant de la sélection, la dérive génétique. Canne blanche, définition Wikipédia. La dérive génétique est l'évolution d'une population ou d'une espèce causée par des phénomènes aléatoires impossibles à prévoir. Impossible à prévoir. En gros, dans une petite population, par simple jeu de hasard, une caractéristique propre à un individu peut se répandre dans toute la population. Seule la variation individuelle entre en jeu. Il n'y a pas de critères sélectifs, mais cela ne s'explique généralement que pour des petits effectifs. Cela peut notamment expliquer la perte de la vue, voire des yeux, et de la pigmentation de la peau chez des espèces cavernicoles, donc vivant totalement dans le noir. Ah, c'est con que tu sois pas cavernicole. Le fait d'y voir ou d'être coloré n'est donc plus un critère de sélection, la variation amenant à leur perte n'est donc plus un désavantage et peut se répandre dans la population, voire s'imposer par le fait du hasard. Simple
simple jeu de hasard. Après, la perte d'un organe inutile peut devenir un avantage sélectif puisqu'on n'a plus à investir des ressources énergétiques pour l'entretenir. Donc on peut discuter sur les mécanismes en jeu. La dérive et l'adaptation ne sont pas incompatibles, mais peuvent se succéder. Dans tous les cas, ce n'est pas l'usage ou le non-usage d'un organe qui amène à son développement ou sa disparition, contrairement à ce que pensaient Lamarck et Darwin, qui ne connaissaient pas les lois de l'hérédité et croyaient en l'irritabilité des caractères acquis. Non, c'est le hasard des mutations, pouvant être couplé à la sélection quand une population s'agrandit. On s'éloigne du sujet, on parlait pas d'extinction au départ. Si, je disais que par les phénomènes qu'on vient de citer, l'extinction d'une espèce était quelque chose de commun. Mais parfois, des bouleversements globaux peuvent amener à des extinctions massives d'espèces et à la réécriture de l'histoire du vivant. Une crise écologique est un événement majeur et à grande échelle entraînant l'extinction d'un grand nombre de taxons sur une période relativement courte à l'échelle géologique. On parle d'extinction de masse. Cependant, ces cataclysmes passés ne peuvent s'observer que par les fossiles et dépendent donc de critères paléontologiques. Il est donc aujourd'hui difficile de savoir si l'on est proche ou non d'un tel bouleversement. Tout ce qu'on peut observer, c'est une baisse drastique de la diversité intraspécifique. Or, par les fossiles, on ne peut pas calculer cela, et on s'appuie sur la présence ou non de certains taxons représentatifs de la santé de l'écosystème, et sur l'extrapolation de la biodiversité. Car on ne connaît par les fossiles qu'une infime partie de celle-ci. Quand on pense que depuis que la vie existe, plus de 99% des espèces se sont éteintes, nos connaissances frisent le ridicule. Par exemple, grâce à la génétique des populations, on sait qu'une catastrophe s'étant produite il y a environ 74 000 ans a énormément réduit la diversité génétique chez nous, Homo sapiens. On appelle ça un goulot d'étranglement génétique. Les quelques milliers de survivants de l'époque sont donc les ancêtres des milliards d'êtres humains actuels. Cela a d'ailleurs fait de nous l'espèce de primate ayant le moins de variabilité dans sa population. Par exemple, un Chinois et un Éthiopien, n'ayant donc apparemment aucun lien de parenté, sont plus proches génétiquement que deux chimpanzés de la même fratrie. Or, cette diminution de la diversité humaine dans le passé coïncide apparemment avec une catastrophe naturelle observée dans les couches géologiques, l'éruption explosive du supervolcan de Toba sur l'île de Sumatra en Indonésie. Car les crises écologiques sont généralement en lien avec des catastrophes naturelles ayant un effet planétaire. Éruptions volcaniques, changements climatiques, baisse du niveau des océans, chute de corps célestes, etc. Le plus souvent, plus une crise est importante, plus il y a de facteurs qui sont concomitants. C'est rarement un seul événement qui est à la base de tout. Cette idée de catastrophes universelles a été pour la première fois défendue par l'anatomiste français Georges Cuvier, contemporain de Lamarck. Étant fixiste, il pensait que plusieurs cataclysmes suivis d'épisodes de création s'étaient succédés dans le temps, indépendamment les uns des autres, expliquant les fossiles. C'est la pensée catastrophiste. Il n'y avait donc pour lui aucun lien entre les espèces actuelles et les espèces fossiles. Lamarck, lui, ne croyait pas du tout à cette idée de catastrophe, défendant l'idée de transformation des espèces. La pensée transformiste. Il est dommage de se dire que chacun avait une pièce du puzzle s'ils avaient pu s'entendre et se mettre d'accord. Aujourd'hui, on considère qu'il y a eu par le passé entre 5 et 6 extinctions de masse, selon les critères. La plus importante fut la crise Permien-Trias, il y a environ 250 millions d'années, qui a entraîné la disparition de près de 95% des espèces vivantes. Une vache près, c'est pas une science exacte. La plus connue est la crise Crétacé-Tertiaire, ou crise Caté, qui a fait entre autres disparaître tous les dinosaures, à l'exception des oiseaux, il y a environ 66 millions d'années. Et la plus récente correspond à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans, et marque l'extinction de ce qu'on appelle la mégafaune de cette époque. De la fin du Pléistocène pour les connaisseurs. Cependant, ces événements participent également au processus de spéciation par le renouveau. Les cartes sont redistribuées, les survivants ont alors le champ libre et de nombreuses opportunités pour remplir les niches écologiques qui sont désormais vacantes. Et c'est là que peuvent se faire de grandes diversifications des espèces vivantes, telle une explosion au niveau biologique. Mais ça, on va l'aborder dans une deuxième partie. Non! Non! Bah si. Vous laissant sur un dernier mot, en bref, les phénomènes naturels d'extinction et de spéciation sont complémentaires et leurs effets sont indissociables, inévitables et irrémédiables. Pépette, attendez, ne partez pas tout de suite. Avant de lancer la outro, je voulais vous dire 2-3 choses. Alors déjà, dans un premier temps, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne, donc bienvenue.
Et surtout, donc, je voulais faire un remerciement spécial à Moss, qui m'a fait très gentiment de la publicité dans sa dernière vidéo Fourre-tout, ce qui est d'ailleurs sans doute responsable de la présence de pas mal d'entre vous ici. Donc merci à lui, et je vous conseille donc fortement, pour ceux par contre qui ne le connaissent pas, d'aller faire un tour sur sa chaîne, qui s'intitule la chaîne de Moss, hein, dont je laisse le lien en description, donc dans laquelle il parle de paléontologie et de science plus généralement, et en particulier de la manière dont la science peut être malmenée dans la science-fiction et la pop culture plus largement. Donc voilà, donc je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur sa chaîne. Et voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'aime la phylogénie.